Bonjour, au programme aujourd'hui, les stratégies ainsi que l'attitude à adopter en recherche d'emploi pour les gens de 50 ans et plus. La perspective vient de moi, Mathieu, un coach de carrière de 38 ans au moment du tournage de cette vidéo. J'ai étudié le sujet depuis près d'une dizaine d'années maintenant, ayant travaillé avec plusieurs travailleurs de 50 ans et plus, en majorité des gestionnaires. Donc, je pense que tu vas trouver mon point de vue intéressant. Je suis également un ex-recruteur. J'ai aussi sondé plusieurs personnes en prévision de la couverture de cette thématique. Par contre, j'ignore ce que toi spécifiquement ressens et ce serait donc très apprécié que tu viennes nous partager dans les commentaires de cette vidéo ton point de vue sur la thématique de l'agisme. Un peu comme les 12 travaux d'Astérix, aujourd'hui je vais te présenter donc les 12 travaux des chercheurs d'emploi de 50 ans et plus. J'espère que tu vas apprécier. La première observation, l'une des plus importantes, c'est que le travailleur un peu plus âgé se sent abattu. Le premier travail sera de pardonner à ses agresseurs. Par agresseur, je veux parler de son ex-employeur, des ressources humaines et des gestionnaires d'embauche avec lesquels on vit de la discrimination. C'est le travail le plus difficile, c'est pour cette raison que je débute avec ce point-là, parce qu'il faut libérer son cœur et son cerveau de toute énergie négative afin de récupérer, oui, d'une part son énergie, mais aussi son attention. Je m'adresse tout particulièrement à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de conclure ce qu'ils avaient débuté chez leur employeur passé, et c'est pour cette raison-là qu'il faut le pardonner, aussi difficile cela puisse-t-il être, afin de se concentrer sur nous désormais, puis sur ce qu'on peut contrôler. On peut poser plusieurs actions qui vont être favorables à notre situation. Par contre, déclarer qu'il y a de l'agisme sur le marché du travail ne nous amène pas bien loin. Oui, l'agisme existe, les employeurs se privent de travailleurs qualifiés et stables. C'est extrêmement dommage. Now what? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue d'alimenter l'histoire, qui est véridique, by the way? Je ne dis pas qu'elle n'est pas vraie, que tu n'es pas retenu là, à cause de ton âge? Ou est-ce qu'on se concentre sur ce qu'on peut contrôler? Ici, on parle donc d'une décision consciente. Sur quoi est-ce que je vais porter mon attention? Et je t'invite donc à prendre cette décision. Le premier choix va amener plusieurs répercussions négatives, par exemple de l'amertume qui va tranquillement s'enfouir en dedans de toi. Il va y aussi avoir de l'incohérence dans ton discours, plus particulièrement en entrevue. Tu vas avoir plusieurs paralysies lors de ton processus de recherche d'emploi qui vont durer plusieurs jours parce que tu vas attribuer tes insuccès aux problèmes d'agisme, de nombreuses pertes de cadence, de momentum, chaque fois que ton attention va se rediriger sur le problème. Les conséquences la plus négative, ça va être l'abandon total des recherches ou de tout effort porté envers notre transition de carrière. Je ne veux pas traiter personne de chialeux ou de se plaindre pour rien parce que je constate que le problème est grave puis il faut lutter pour changer les perspectives des employeurs, mais pour l'instant, accepte que ce ne sera pas ton travail, tu pourras te porter à la cause peut-être un petit peu plus tard, mais si tu veux réellement trouver un emploi, il va falloir que tu concentres toutes tes énergies sur la dite recherche d'emploi. Pour l'instant, game is on quand même, il faut jouer avec les cartes qu'on a. Et j'espère que tu as envie de jouer parce que je sais pertinemment que tu as de bonnes cartes dans ton jeu. Puis c'est quand même un jeu qui vaut la peine d'être joué à mon avis. Il y a beaucoup de plaisir à en retirer, surtout quand on parle de mouvements importants dans une carrière, d'aller chercher des nouvelles compétences, d'aller se démarquer, d'aller chercher la rétroaction positive qu'on attend puis qu'on mérite. Sinon, c'est quoi l'autre option possible? Est-ce que c'est de continuer dans une job que tu n'aimes pas ou de rester sur la ligne de côté pour voir d'autres gens se réaliser, mais toi, ne jamais atteindre tes rêves professionnels? Je t'invite donc à ne pas abandonner, à garder espoir. Pour résumer, ton premier travail va être le plus indispensable qui va être pardonner ou ne pas pardonner. I will not forgive that. Seconde chose très fréquemment observée, c'est la peur de se tromper des travailleurs un peu plus âgés. On l'a tous, cette peur de se tromper, mais c'est particulièrement présent après 50 ans parce qu'on s'imagine passer nos 5, 10, 15 dernières années de carrière auprès d'un seul employeur ou d'une seule industrie ou d'un seul métier et on veut tellement pas perdre son temps parce qu'il nous en reste moins qu'on se met toute la pression du monde pour pas effectuer d'erreurs dans ce choix si important. Ça amène donc beaucoup de paralysie causée par les options qui s'offrent à nous. Ainsi, le second travail va être en être une qui est similaire à une PME où on veut aller tester nos idées le plus rapidement possible sur le marché pour voir si elles fonctionnent. On ne veut pas donc suranalyser et se passer le plus vite possible à l'action. Voilà, la chose comme telle, tes 5, 10, 15 dernières années de carrière sont exactement l'inverse d'un placement en argent, par exemple, où à cette étape fatidique, tu veux prendre le moins de risques possible. Il n'y a pas réellement d'emploi stable sur le marché, à part peut-être devenir fonctionnaire, mais à part ça, c'est un marché qui fluctue un peu comme un Bitcoin. C'est la même chose en ce sens où il n'y a pas de placement sécuritaire dans le monde du travail, malheureusement. Tu pourrais avoir à changer
d'emploi dans un an ou deux. Les bons pourraient devenir multiples extrêmement rapidement. Mais rassure-toi, dans quelques années, tu vas regarder le chemin parcouru avec fierté et gratitude et puis tu vas te rendre compte, sais-tu quoi, je suis passé par des épreuves, mais finalement, le fait d'avoir passé par B pour aller vers mon plan final qui était C, ça a valu totalement la peine. Alors que tu crois que tu es dans une étape de focus actuellement, de te concentrer sur une seule chose, c'est pas nécessairement le cas. En fait, tu es davantage dans une phase d'exploration dans ta vie où tu veux essayer plusieurs choses. Lorsqu'on est dans une phase où on explore, ça vient avec la garantie qu'on va se tromper. C'est donc extrêmement important d'aller valider le plus vite possible si tu aimes les choses que tu as choisies, si effectivement il y a de la demande, si tu vas pouvoir étirer ton épingle du jeu. Bref, c'est le temps de lancer des spaghettis au mur pour voir si ça colle. Tu dois bondir, vibrer, essayer, profiter à fond, puis recommencer. Je sais que tu n'as pas envie de recommencer à nouveau quoi que ce soit dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais à cause de la réalité du marché, c'est assez ambitieux de vouloir prédire ce qui va se passer dans 5, 10, 15 ans. Mais t'inquiète pas, parce que l'être humain, on s'adapte, c'est ça qui est le fun. Je néglige pas l'importance de la réflexion lors d'une transition de carrière en âge avancé, mais tu diminues l'importance de l'action. C'est donc dans l'action que ta réflexion va se poursuivre. Time to take action. Les ressources que sont le temps, l'attention et l'énergie sont moins abondantes en vieillissant. En recherche d'emploi, il faut compenser avec celles dont on regorge. Et à 50 ans et plus, j'ai nommé l'expérience, la sagesse et possiblement une marge financière plus élevée. Une transition de carrière, c'est essentiellement un transfert de ressources. Voici des idées pour capitaliser sur ces ressources en question. L'expérience, elle te place dans la meilleure situation possible pour qu'un employeur se sente compris. Tu peux cerner ses problèmes mieux qu'un débutant. Ne t'essouffle pas à citer tes compétences puis tes réalisations. L'employeur veut d'abord embaucher quelqu'un qui comprend ce qu'il vit. Deuxièmement, la sagesse. Elle va te permettre d'éviter les erreurs. Pourquoi te retrouves-tu dans une telle situation aujourd'hui? Tente d'analyser la situation et de ne plus répéter l'erreur dans l'avenir. L'argent, si tu en as, va être un levier important dans cette recherche. Répartis-le dans l'orientation de carrière, dans le coaching, dans les abonnements, dans les outils numériques, dans les collaborateurs, dans les formations, les certifications, te propulsant dans une vive spirale ascendante. Si à 50 ans, donc, il te reste un peu moins de temps et d'énergie, tu vas devoir collaborer et acheter des ressources. Que unamos nuestros recursos para entrenar soldados, para intercambiar conocimientos y para comprar información. Prochaine observation de taille, le travailleur un peu plus âgé, devenu naturellement généraliste, et je suis conscient que c'est pas nécessairement de ta faute de toucher à plusieurs choses, puis maintenant, tu as la chance de pouvoir porter plusieurs chapeaux. Sauf que sur papier, c'est très, très mélangeant pour un employeur potentiel parce que nous, êtres humains, on veut mettre les gens dans des cases et c'est comme ça que le marketing fonctionne. On doit dicter la case dans laquelle on veut être mis, sans quoi on est souvent rejeté du processus. C'est vrai en vente et c'est vrai en recherche d'emploi. Autant les généralistes sont utiles dans un milieu de travail, sur papier, c'est là que le bas blesse. On veut tellement que les employeurs nous donnent l'occasion de faire plusieurs choses, mais réalise que tu vas devoir d'abord te positionner comme un spécialiste pour éventuellement avoir des tâches plus généralistes. On doit prouver à quelqu'un qu'on est capable de faire une chose bien pour qu'elle nous donne la possibilité de faire d'autres choses bien. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans ma pratique de rédaction de CV où éventuellement on me confie des mandats de coaching. Tu veux te positionner sur papier comme généraliste, mais c'est une erreur extrêmement grave parce que tu confonds ton lecteur. Oui, tu as déjà entendu le conseil par le passé que tu dois te spécialiser ou te présenter du moins comme un spécialiste, mais pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? C'est souvent à cause de l'ego. Ce sur quoi tu dois te concentrer, c'est sur le problème que vit l'employeur puis le contexte qu'il a au moment de l'affichage de poste. Parfois, tu vas même devoir deviner. Je suis conscient que c'est assez difficile, mais c'est là que tu te sers justement de ton expérience pour réfléchir. OK, dans le passé, quels ont été les problèmes majeurs qu'ont vécu mes employeurs, puis est-ce qu'il y a une possibilité que cet affichage de poste-là s'ouvre dans le même scénario? Si tu ne te sers pas de cette perspective-là, puis que tu ne prends pas le risque de deviner quel est le problème, tu vas rester au même stade que ta compétition qui, eux non plus, n'auront pas pris le risque de s'avancer sur le problème potentiel. Tes 30, 35, 40 années d'expérience servent exactement à cela. Tu peux continuer de vanter des réalisations puis les compétences acquises, mais ton réel positionnement, celui qui va avoir le plus d'impact, va être celui qui dit « Monsieur l'employeur, je comprends ce que vous vivez », puis ça doit sans doute s'apparenter à une situation
comme celle-ci. Est-ce que je me trompe? Ça va être rafraîchissant, tu vas avoir un discours qui va être différenciateur. Ta capacité à parler le même langage que le gestionnaire qui embauche va être ton meilleur atout. Alors, bâtis ta candidature pour régler un seul problème. Les gens vont voir en toi d'autres capacités, aptitudes, éventuellement. Mais si tu veux tous les pousser dès le début, c'est là que tu fais erreur. Si tu ne comprends pas ce point-là, tu vas continuer à te frapper à des murs. You have hit a wall. You have hit a wall. Les travailleurs un peu plus âgés, en général, ont des standards plus établis. Et c'est pas une mauvaise chose, c'est bien de savoir ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut plus faire. Il prend plus de détours, bref, il sait quelles sont ses attentes, puis il va vouloir les communiquer clairement pour ne pas perdre de temps dans les deux camps. Je suis conscient que c'est ça ta volonté, mais tu les communiques trop tôt. Mon conseil, ça va être de retarder légèrement la communication de tes exigences. Oui, tu vas pouvoir saupoudrer au fil du processus tes attentes ici et là, mais tu dois le faire sans exagération. Tu peux communiquer tes attentes salariales au début, mais moi je veux te parler de tous les autres standards que tu as qui sont par exemple de vouloir abaisser ton niveau de responsabilité possiblement, ou peut-être pas relever de la vice-présidence, mais relever peut-être du président directement, ou travailler un petit peu plus proche de la maison, avoir 2 jours par semaine de télétravail, ou peut-être juste travailler 4 jours au lieu de 5 jours. Ton pouvoir de négociation ne sera jamais aussi grand qu'au moment de l'offre. C'est réellement à ce moment-là que l'intérêt envers toi est le plus grand. Et ça inclut au moment où tu seras en emploi également. Je recommande la même chose aux travailleurs un peu plus jeunes que ceux un peu plus âgés. Attends d'être réellement désiré. Avant d'y aller avec le package complet, là, ton timing doit être bien choisi. On close l'ensemble des conditions en fin de processus. The deal's closed. Le chercheur d'emploi de 50 ans et plus a un passé qui lui colle à la peau et c'est plus difficile de pivoter. Et mon conseil va être donc de pivoter, mais radicalement. Il ne doit pas y avoir de confusion quant à la direction que tu vas prendre. Plusieurs formations continues de quelques jours seulement vont permettre de pivoter assez rapidement ta marque. C'est important parce que ça l'envoie le message à l'employeur que tu es sérieux dans ton move. Les perfectionnements sont importants dans le pivot de ta marque, mais il y a d'autres éléments qui vont compter comme l'objectif de ton CV ou le sommaire. Parler de ta nouvelle direction dans ton titre LinkedIn peut-être. Ça va être inscrit dans ta lettre de présentation. Au premier appel téléphonique, tu vas comme ça venir répéter quel est ton nouveau positionnement pour que ce soit bien intégré chez ton public. Il doit y avoir une coupure assez importante avec le passé où on va vouloir atténuer le plus possible l'espace que prend notre expérience passée pour se concentrer sur nos nouveaux acquis et leur laisser encore plus de place. Lors de cette période d'exploration, il n'y a absolument rien qui t'empêche de changer de positionnement le mois prochain ou la semaine prochaine même si tu veux. Moi par exemple, j'ai changé mon titre de profil LinkedIn à peu près 57 fois dans les 3 dernières années. C'est souvent ce que les gens comprennent un petit peu moins ou pensent que le choix qu'ils vont effectuer doit être définitif. Honnêtement, le monde s'en fout si la semaine prochaine tu changes d'expertise puis tu veux plutôt te positionner sur ça parce que tu as réalisé qu'il n'y avait pas de demande dans ton premier positionnement. À court terme, tu peux faire un autre move si ça te tente. Il n'y a pas de limite si on est là pour s'amuser. Le problème de la majorité des chercheurs d'emploi de 50 ans et plus, c'est qu'ils pensent qu'une compétence acquise il y a 15, 20, 30, 35 ans, 40 ans peut être ressortie sur un CV magiquement puis remis en vedette. C'est vrai que ça peut être réalisé, mais ce ne sera pas pris au sérieux. Nos compétences ont une date d'expiration, mais pas comme toi puis moi on le vit. Par exemple, supposons que tu montes dans une auto manuelle après 10 ans sans avoir conduit, tu vas le repogner en 1 minute. Sur papier, c'est une autre game. Et dans le monde de l'embauche, il faut à quelque part présenter des compétences plus à jour. Même si tu es encore capable de conduire une auto à clutch, on veut aller chercher les petits papiers qui disent que tu es capable de conduire une auto à clutch. La recherche d'emploi se présente comme une succession d'étapes plus difficiles l'une que l'autre, mais ça débute toujours avec l'écrit. Lorsque c'est clarifié à l'écrit, plus tard, ça devient plus facile à communiquer. Toutefois, ton script n'est pas assez rodé et ça se répercute négativement sur les étapes ultérieures à l'oral. Ça sort pas comme tu voulais que ça sorte. You could do so. Vous allez partir au bout de 2 ans, vous allez vous ennuyer, donc tu te fais souvent répondre que tu es surqualifié pour le rôle, puis c'est extrêmement frustrant. On peut
juste contrôler encore une fois ce qu'on peut contrôler et ça va être notre discours, à savoir présenter le poste comme une progression, pas juste en entrevue, mais à plusieurs moments dans le processus d'embauche. Donc oui, tu vas toujours recevoir des réponses qui vont dire vous êtes surqualifié, mais on peut quand même amoindrir la fréquence à laquelle elle se présente. En présentant comment est-ce que le poste est une progression pour nous. Je sais que tu l'as déjà fait, mais ça n'a peut-être pas été répété suffisamment, ou tu dois encore clarifier en quoi est-ce que tu vas découvrir des choses dans ce nouveau poste-là, même si tes responsabilités, par exemple, s'en iraient en diminuant. Ainsi, la réponse à la question comment est-ce que l'emploi est une progression pour toi doit être extrêmement bien exécutée. Et elle va nécessairement être un petit peu plus technique. Donc, dans le CV, dans le profil LinkedIn, dans la lettre, dans le formulaire, à l'entrevue. La progression, on ne veut pas juste dire que l'emploi est moins stressant puis que ça nous permet de terminer notre carrière proche de chez nous avec un emploi à 3 jours par semaine. C'est pas ça la progression en question dont je parle, c'est comment est-ce que tu vas découvrir quelque chose, ça va être quoi tes nouveaux apprentissages, pourquoi est-ce que c'est la prochaine étape logique. Tu n'as pas à te positionner de la même façon pour tous les employeurs, c'est seulement présent sur un profil LinkedIn où on a juste un positionnement possible, mais sur papier, on peut écrire plusieurs lettres, on peut écrire plusieurs CV. C'est la beauté de la chose, ton positionnement peut toi aussi changer de façon consécutive par rapport à la cible à laquelle tu t'adresses. Ta nouvelle marque s'ajuste aux besoins de ta clientèle et elle est donc naturellement en mouvance. Tu peux venir tenter d'atténuer tes expériences passées légèrement pour venir contrer cet effet de surqualification, de parler avec moins d'enthousiasme de tes réalisations passées pour mettre le focus un peu plus sur le futur. Il y a plusieurs stratégies possibles ici. Brilliant strategy, sir. Prochaine observation, et c'en est pas une petite, c'est que le travailleur un peu plus âgé doute et s'isole de plus en plus au fil de sa recherche d'emploi. Le travail le plus important ici va être de faire les petites choses avec constance pour récupérer un momentum dans nos recherches. La première poussée est extrêmement difficile parce qu'on doit initier le mouvement, mais une fois qu'il est enclenché, c'est là que les résultats vont commencer à se présenter. À l'inverse, lorsqu'on perd notre cadence ou que là on est face à la tâche extrêmement difficile de partir d'une spirale négative pour la ramener vers une spirale positive. Et il faut donc non seulement freiner le mouvement vers le bas pour réenclencher un mouvement vers le haut. Juste le fait de modifier le début de son CV, tu auras gagné la journée, ou de modifier légèrement sa lettre de présentation en vue de postuler demain. Tu vas avoir fait les petites choses que tu t'étais promis que tu allais faire. C'est comme ça que la confiance revient, c'est quand on respecte les engagements qu'on s'est fixés. On n'a pas de contrôle sur les résultats qu'on a, mais on a du contrôle sur les actions qu'on pose. Ces actions-là démarrent tranquillement, mais ce qui est important, c'est qu'elles démarrent dès aujourd'hui. Lorsqu'on regarde de haut, une spirale, ça a l'air d'un cercle. On n'a pas l'impression d'être en mouvement, on a l'impression de tourner en rond parce qu'on voit un cercle. Mais lorsqu'on se penche sur le côté, là, on voit qu'on a en effet enclenché un mouvement par nos petites actions parce qu'on se rend compte que ça monte légèrement, qu'on avance. Éventuellement, cette confiance regagnée à faire les petites choses va t'amener à faire les grandes choses. Et habituellement, elle implique de sortir de la maison pour les faire, de sortir de sa zone de confort, par exemple de contacter des gestionnaires ou des gens de ressources humaines sur LinkedIn, d'aller dans des événements de réseautage, dans des lunchs auxquels, à première vue, on n'a pas le goût d'aller nécessairement. Donc, plus le temps passe et plus on s'isole après 50 ans parce qu'on se demande si le marché a effectivement besoin de ce qu'on peut offrir. Il n'y a pas 36 solutions, tu vas aller devoir développer de nouvelles compétences pour répondre à de nouveaux besoins et les besoins changent constamment. Malheureusement, tu ne pourras pas être statique à ce point de vue. Les compétences qui étaient en demande il y a 10 ans sont plus celles qui sont en demande aujourd'hui. Et pour briser l'isolement, une bonne première façon va être d'aller suivre une formation en présentiel, à luncher avec nos anciens collègues, nos anciens boss. There is a very strict no lunch with the boss policy. Le travailleur de 50 ans et plus voit plus clair qu'un plus jeune. Il est moins naïf, il connaît le vrai sens du travail, il connaît ses côtés sombres, il les a déjà vécus. Il sait que c'est pas toujours tout rose. Réapprendre à jouer va être ton prochain travail. Lorsqu'on est plus jeune, on fait ces choses-là de façon plus naturelle, se pitcher dans le vide parce qu'on a une certaine innocence, une certaine naïveté. Mais lorsqu'on est plus vieux, on sait pertinemment que le processus, à certains endroits, va être un petit peu plus merdique, si je peux me permettre l'expression, parce qu'on l'a déjà vécu. On voit la chose avec un peu plus de réalisme quand on a 50 ans et plus. Il faut bosser dur, les erreurs peuvent être coûteuses, on a trouvé un environnement qui est pas très toxique, ce qui est pas toujours gagné d'avance. Les jeux politiques peuvent être blessants. Les dommages physiques sont
bien réels à cause du stress ou à cause de blessures. Les défis cognitifs abondent, sans parler de ceux plus émotifs. Lorsqu'on a beaucoup d'expérience, on sait que le monde du travail n'est pas toujours une partie de plaisir, qu'on doit trouver des environnements qui conviennent à notre personne. C'est pour ça que tu vas devoir réapprendre à jouer, tant dans le cadre de ta recherche d'emploi que de jouer au travail afin d'attirer ce genre de milieu et de personnes dans ta vie. Éviter les drapeaux rouges, ça va être une victoire en soi, mais n'en oublie pas le facteur fun qui doit figurer au top de tes priorités. Alors oui, on va travailler fort dans l'année qui suit pour notre recherche d'emploi, mais peut-être aussi dans le cadre du nouvel emploi qu'on a retrouvé, et je te félicite d'avance. Sauf qu'on va pas juste travailler, on va s'amuser fort aussi dans la prochaine année. Au risque de me répéter, t'es pas dans une phase de focus actuellement. Tu l'étais lorsque tu avais 30 ans, mais aujourd'hui, tu es dans une phase d'exploration. Tu es là pour t'amuser, avoir du fun, puis profiter à fond. Jusqu'à 65 ans ou peut-être même jusqu'à 70, 75, 80, on ne veut pas se fixer de limite. Tu ne veux pas attendre la permission d'un employeur qui te permet de jouer. Tu veux jouer dès le jour 1. Ça veut dire que déjà aujourd'hui, tu peux percevoir ta recherche d'emploi comme un jeu. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est en mettant nos talents particuliers à profit dans celle-ci. Oui, la recherche d'emploi est difficile, mais c'est un jeu plus agréable que tu l'anticipes. Il y a des étapes de la recherche d'emploi que tu vas trouver plus faciles puis plus agréables parce qu'elles rejoignent ton skill set. Éventuellement, les résultats vont t'apporter du plaisir aussi. Mais si tu es capable de trouver du plaisir dans le chemin parcouru, parce que tu dois surmonter des choses que tu ne pensais pas que tu étais capable au début, tu n'as pas à te demander la permission d'un employeur qui va te donner le jeu en question auquel tu pourras jouer. Ce sera à toi de changer ta perspective, de reframe, qu'ils disent en anglais. Reframe things in a positive light. Le travail numéro 10 est de te vendre sans te vanter. Il y a beaucoup de travailleurs un peu plus âgés qui recherchent un emploi pour la première fois, même s'ils ont 50 ans et plus. Ils vont avoir eu plusieurs promotions par le passé, ils ont été référés de poste en poste. Des chasseurs de tête sont venus les chercher. Ils manquent d'expérience en recherche d'emploi, certes, aussi parce qu'ils ont beaucoup de choses qu'ils veulent pousser. Ce que J.T. O'Donnell, une coach de carrière américaine, appelle le manque d'humilité intellectuelle. Ça se reflète, ce manque d'humilité-là, dans le CV et dans le profil LinkedIn tout particulièrement. Je te félicite d'avoir créé un profil LinkedIn. C'est déjà une belle première étape pour prouver ton modernisme, mais tu dois éviter de parler à la troisième personne, sur le sommaire qui débute par fort de 30 ans d'expérience. Donc les profils LinkedIn sont très, très biographiques. Dans le CV, ce que je remarque, c'est des CV de 3 ou 4 pages avec une marge de 1 cm seulement, 15-20 points par expérience, avec une police de taille 9. Plus tu avances en expérience, moins tu vas communiquer d'informations. Les recruteurs vont t'appeler par curiosité. C'est pas le but d'un CV d'avoir un bilan de carrière complet. Le but du CV, c'est de piquer la curiosité avant tout. Tu dois passer de descriptifs d'emploi qui avaient 15 ou 20 points à quelque chose de beaucoup plus succinct, de 5, 6 ou au maximum 8. N'applique jamais le conseil des recruteurs et des gens de RH en entretien qui te diraient la prochaine fois, vous devriez envoyer un CV avec un petit peu plus d'informations ou vous auriez intérêt à ajouter une page, vous auriez intérêt à dire telle chose. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas mentionné? Tu les as au téléphone, félicitations, tu as eu l'entrevue, c'était ton objectif principal, tu l'as atteint. Donc, pourquoi changer une formule gagnante? Et dans ta tête, tu vas dire oui, je sais que tu veux que j'ai plus d'informations, mais ça va juste te donner plus de munitions à toi, monsieur le recruteur, pour me screener négativement, pour me discriminer. Une avocate que j'ai eue comme cliente qui faisait refaire son CV à l'œil du recruteur, je l'avais au téléphone puis elle me disait, tu sais, dans mon métier, c'est exactement le même principe que tu m'expliques en ce moment. Elle disait, nous, on dit à nos clients, don't volunteer information. Donc, fournis pas des informations qui te sont même pas demandées. Je veux pas te dire ici nécessairement d'enlever les dates de formation de ton CV. D'ailleurs, à l'œil du recruteur, c'est pas une stratégie que j'emploie fréquemment, même à peu près jamais, parce qu'il y a d'autres façons de pousser son modernisme. Donc, quand je te dis de limiter le nombre d'informations, je fais pas juste référence aux dates de formation sur ton CV qui dévoilent l'âge. Je te parle de l'ensemble des informations que tu dois réduire considérablement. Pourquoi est-ce que ton CV ne fonctionne pas actuellement? C'est parce qu'il manque de mots-clés? J'en doute fort. Oui, il y a des ATS qui screenent ton CV, puis tu voulais mettre une tonne d'informations là-dessus, mais ça te nuit plus que ça t'aide.
Oublie les ATS pour l'instant et qu'on suit ton CV et ton LinkedIn pour l'œil humain. Est-ce que j'ai trop de stock là-dessus? Pourquoi surcharger? Pourquoi surfaire ton CV? Less is more, particulièrement dans ton cas si tu as plus de 50 ans. Plus tu prends de l'âge, plus tu prends de l'expérience, moins tu veux en dire. C'est contre-intuitif, mais ça fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est différenciateur. La majorité des gens de ton âge vont eux aussi mettre trop d'informations sur leurs documents d'embauche. Tes meilleurs amis lors de cette recherche d'emploi vont être la clarté, la touche delete, les espaces blancs. On veut aller droit au but. Straight to the point. On entend souvent ce conseil-là, d'aller chercher l'expérience comme mentor quand on a 50 ans et plus. C'est même assez redondant là, dans les articles qu'on va lire puis les vidéos qu'on va voir. Peut-être qu'à quelque part, dans toi, tu as ce goût-là de redonner et reformer des gens et c'est tout à ton honneur. C'est ce qu'on se rend compte chez les 50 ans et plus, c'est qu'il y a ce gène-là de la transmission qui tend à se développer. Le travail principal que tu auras à faire ici va être de prendre les devants comme pédagogue. Tu peux attendre donc qu'on te donne le type de formateur ou de mentor ou de postuler sur des postes qui vont en ce sens ou sur des rôles d'enseignant, de chargé de cours. Mais ce qui est le fun aujourd'hui, c'est que le savoir s'est beaucoup démocratisé et que tu peux redonner dès aujourd'hui. Toutes les tribunes sont bonnes désormais pour former la relève. Les médias sociaux vont faire partie de l'équation, que tu le veuilles ou non. Tu vas donc devoir vaincre cette croyance limitante qui te dit à l'oreille que tu n'es pas une personne qui est très médias sociaux. Je suis pareil, c'est pas mon premier réflexe, probablement là, comme toi, d'aller partager ma vie là-dessus. Je suis pas sur Snapchat ou X ou Instagram, peu vocal sur Facebook. Je suis même peu vocal sur LinkedIn, même si je fais de l'optimisation de profil LinkedIn. Il y a des réalisations importantes qui, moi, m'ont aidé comme créateur que je veux que tu comprennes là, toi aussi comme futur pédagogue. Première réalisation importante, c'est que tu n'as pas besoin d'être partout. Moi, par exemple, je suis sur YouTube et Google. Tu n'as pas besoin de créer. Tu peux tout simplement faire de la curation. La sensation agréable de créer un contenu peut se trouver dans la discrétion également. Tu ne veux pas nécessairement le converser ou échanger avec des gens sur les réseaux ou commenter. Bonne nouvelle encore ici parce que tu peux tout simplement documenter. Donc, adapte-toi au style qui te convient le mieux. Les réseaux sociaux qui commandent le divertissement et le fait d'être sensationnaliste n'est pas un passage obligatoire parce que tu peux te concentrer sur le fait d'être utile et pertinent. Tu n'as pas besoin d'être un influenceur, tu n'as pas besoin d'avoir l'objectif d'être connu. Mais la condition, c'est que tu dois avoir été mis en marché un minimum. Ça va être la recette du succès vers l'obtention d'un emploi parce que c'est comme ça que tu vas démontrer ton expertise aujourd'hui de ne pas avoir de présence web du tout. C'est extrêmement mal reçu d'un employeur potentiel. Ça soulève des doutes chez lui quant à ta capacité à t'adapter à un environnement technologique par les médias sociaux. Ben, il y a l'aspect mentor duquel on a parlé un peu moins, mais tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te donne le rôle de mentor pour être mentor. Tout ce que tu as à faire, c'est de trouver un mentoré à 50 ans et plus. La pédagogie est non seulement l'une des meilleures façons de se réaliser, mais c'est aussi l'une des meilleures façons de se vendre. Dernière observation, c'est un fait, les travailleurs de 50 ans et plus ne veulent pas nécessairement s'arrêter à 65 ans, pas juste pour des raisons financières, parce que dans plusieurs cas, c'est juste pour le fait de continuer à être actif. Le dernier travail, ça va être donc de contribuer tout simplement. Pour nous, en tout cas de ma perspective, ta contribution est essentielle. Les milieux dans lesquels tu vas te sentir bien apprécié, ils existent, ils sont bien réels et je veux que tu continues à les chercher activement. Il te faudra essayer plusieurs milieux, te tromper à plusieurs reprises. Il te faudra composer avec le rejet causé par l'agisme dans notre société. C'est des choses qui sont extrêmement dures à vivre. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Bien sûr que oui. En attendant, seule ta perspective des événements demeure dans le champ des possibilités. Voir les choses de façon positive ou de façon négative. Mais moi, je veux t'encourager à voir les choses du bon œil parce qu'il y a de l'espoir, il y a une lumière au bout du tunnel. En attendant, tu te pointes, tu contribues, puis les gens vont bien finir par voir de quel bois tu te chauffes. C'est le seul scénario possible. The only possibility. Voilà qui est tout pour ma vidéo des 12 travaux en recherche d'emploi après 50 ans. J'espère que tu apprécies, que cela t'a inspiré. Mais encore une fois, je veux t'inviter à venir nous partager ton expérience dans les commentaires. Peut-être pas juste critiquer les employeurs puis leur manque d'inclusivité, mais surtout venir donner des conseils aux gens qui se retrouveraient dans une situation similaire à la tienne, qui ont affronté le défi de la recherche d'emploi après 50 ou 60 ans. Viens mettre un like sur la vidéo pour me remercier d'avoir décidé de traiter d'un sujet aussi difficile aujourd'hui, mais aussi pour m'encourager à en produire des nouvelles. Enfin, viens t'abonner à la chaîne pour plus de conseils sur la recherche
recherche d'emploi et l'évolution numérique. Et là-dessus, on se dit à la prochaine. Ciao!